L'infortunée se fit fille publique. Qu'est-ce que c'est que cette histoire de Fantine? C'est la société achetant une esclave. À qui? À la misère, à la faim, au froid, à l'isolement, à l'abandon, au dénuement. Marché douloureux, une âme pour un morceau de pain. On dit que l'esclavage a disparu de la civilisation européenne. C'est une erreur. Il existe toujours, mais il ne pèse plus que sur la femme. Et il s'appelle la prostitution. Il y a dans toutes les petites villes une classe de jeunes gens qui grignotent 1500 livres de rente. Ce sont des êtres de la grande espèce neutre, hongres, parasites nuls, qui ont un peu de terre, un peu de sottise et un peu d'esprit, qui seraient des rustres dans un salon et se croient des gentilshommes au cabaret, sifflent les actrices de théâtre pour montrer qu'ils ont du goût, chassent, fument, baillent, boivent, sentent le tabac, vivent au café, dînent à l'auberge, méprisent les femmes, ne travaillent pas, ne servent à rien. 8 ou 10 mois plus tard, un soir qu'il avait neigé, un de ces élégants se divertissait à harceler une créature qui rôdait en robe de bal et toute décolletée devant la vitre du café des officiers. Chaque fois que cette femme passait devant lui, il y jetait avec une bouffée de son cigare quelque apostrophe qu'il croyait spirituelle, comme « Tu es laide, veux-tu donc te cacher? Tu n'as pas de dents. » La femme, triste spectre paré, qui allait et venait dans la neige, ne le répondait pas, ne le regardait même pas. Ce peu d'effet piqua sans doute l'oisif qui, profitant d'un moment où elle se retournait, s'avança derrière elle et à pas de loup, en étouffant son rire, se baissa, prit sur le pavé une poignée de neige et la lui plongea dans le dos, entre ses 2 épaules nues. La fille poussa un rugissement, se tourna et bondit comme une panthère sur l'homme, lui enfonçant ses ongles dans le visage, avec les plus effroyables paroles qui puissent tomber du corps de garde dans le ruisseau. Ces ordures sortaient d'une bouche à laquelle manquait en effet 2 dents de devant. C'était la Fantine. Au bruit que cela fit, les officiers sortirent en foule du café, et il se forma un grand cercle autour de ce tourbillon composé de 2 êtres où l'on avait peine à reconnaître un homme et une femme, l'homme se débattant, la femme frappant de ses pieds et des poings, décoiffée, hurlant, sans dents et sans cheveux, livide de colère, horrible. Tout à coup, un homme de haute taille sortit vivement de la foule, saisit la femme à son corsage de satin recouvert de boue et lui dit « Suis-moi !» La femme devint pâle. Elle trembla d'un tremblement de terreur. Elle avait reconnu Javert. L'élégant avait profité de l'incident pour s'esquiver. En entrant au poste, la Fantine alla tomber dans un coin, immobile et muette, accroupie comme une chienne qui a peur. Javert s'assit, tira de sa poche une feuille de papier timbré et se mit à écrire. Ces classes de femmes sont entièrement remises par nos lois à la discrétion de la police. Javert exerçait sans contrôle, son redoutable pouvoir discrétionnaire. Il jugeait et il condamnait. Il était évident qu'il venait de voir un crime. Il venait de voir dans la rue la société, représentée par un propriétaire électeur, insultée et attaquée par une créature en dehors de tout. Une prostituée avait attenté à un bourgeois. Quand il eut fini d'écrire, il dit au sergent de ville « Mettez cette fille au bloc. » Et à Fantine « Tu en as pour 6 mois. 6 mois de prison. » « Mais que deviendra ma petite fille, Cosette? Je dois encore plus de 100 francs au Thénardier, monsieur l'inspecteur. Savez-vous cela? C'est ce monsieur de bourgeois qui m'a mis de la neige dans le dos quand je passais comme cela, tranquillement, sans faire de mal à personne. Cela m'a saisi. Je suis un peu malade. J'ai peut-être eu
tort de me fâcher. Vous savez, dans le premier moment, on n'est pas maître, et puis quelque chose de si froid qu'on met dans le dos. Pourquoi s'en est-il allé? Je lui demanderai pardon. Je ne suis pas une mauvaise femme, au fond. J'ai bu de l'eau de vie, et c'est par misère. Quand j'étais heureuse, on n'aurait eu qu'à regarder dans mes armoires, on aurait bien vu que je n'étais qu'une femme coquette, qui a du désordre. Elle parlait ainsi, brisée en deux, secouée par les sanglots, la gorge nue, toussant d'une toux sèche et courte, balbutiant tout doucement avec la voix de l'agonie. Elle aurait attendri un cœur de granit, mais on n'attendrit pas un cœur de bois. « Allons, dit Javert, je t'ai écouté. Tu auras 6 mois, le Père éternel en personne n'y pourrait plus rien. » Au moment où les soldats mirent la main sur la malheureuse, un homme, qui était entré sans qu'on y prit garde, dit « Un instant, s'il vous plaît. » Javert leva les yeux et reconnut M. Madeleine. Javert salua avec une sorte de gaucherie fâchée. « Pardon, monsieur le maire. » Ce mot fit sur Fantine un effet étrange. Elle se dressa debout, l'air égaré, et cria « Ah, c'est donc toi qui es monsieur le maire ?» Puis elle éclata de rire et lui cracha au visage. M. Madeleine dit « Inspecteur Javert, mettez cette femme en liberté. » Javert se sentit un moment devenir fou. Voir cette fille publique cracher au visage d'un maire, c'était une chose monstrueuse. Il resta muet. Fantine regarda autour d'elle. Qu'on me laisse en liberté? Qui est-ce qui a dit cela? Ça ne peut pas être ce monstre de mer. Est-ce vous, mon bon monsieur Javert, qui avez dit qu'on me mette en liberté? Ce monstre de mer, c'est lui qui est la cause de tout. Il m'a chassé à cause d'un tas de gueuses qui tiennent des propos dans l'atelier. Renvoyer une pauvre fille qui fait honnêtement son ouvrage. Alors, je n'ai pu gagner assez et tout le malheur est venu. Fantine s'apprêtait à sortir lorsque Javert s'adressa au sergent. « Qui vous a dit de la laisser aller ?»« Moi, » dit Madeleine. On vit l'inspecteur de police Javert se tourner vers monsieur le maire, pâle, froid, les lèvres bleues, le regard désespéré, lui dire, l'œil baissé, mais la voix ferme. « Monsieur le maire, cela ne se peut pas. Cette malheureuse a insulté un bourgeois. »« Inspecteur Javert, répartit M. Madeleine. Vous êtes un honnête homme, et je ne fais nulle difficulté de m'expliquer devant vous. Je me suis informé, et j'ai tout su. C'est le bourgeois qui a eu tort. Et en bonne police, il a dû être arrêté. Je suis au désespoir de résister à M. le maire. C'est la première fois de ma vie, mais il daignera me permettre de lui faire observer que je suis dans la limite de mes attributions. C'est un fait de police de la rue qui me regarde, et je retiens la femme Fantine. Alors M. Madeleine dit avec une voix sévère que personne dans la ville n'avait jamais encore entendue. Le fait dont vous me parlez est un fait de police municipale. Au terme des articles 9, 15 et 66 du Code d'instruction criminelle, j'en suis juge. J'ordonne que cette femme soit remise en liberté. Je vous rappelle à vous l'article 81 de la loi du 13 décembre 1799 sur la détention arbitraire. Monsieur le maire, permettez, plus un mot. Sortez, dit monsieur Madeleine. J'avais reçu le coup, debout, de face et en pleine poitrine, comme un soldat russe. Il salua jusqu'à terre et sortit. Fantine se rangea de la porte et la regarda avec stupeur passer devant elle. Elle avait vu lutter devant ses yeux 2 hommes tenant dans leurs mains sa liberté, sa vie, son âme, son enfant. L'un de ces hommes la tirait du côté de l'ombre, l'autre la ramenait vers la lumière. Dans cette lutte,
Entrevus à travers les grossissements de l'épouvante, ces deux hommes lui étaient apparus comme deux géants. L'un parlait comme son démon, l'autre parlait comme son bon ange. L'ange avait vaincu les démons et, chose étrange qui la faisait frissonner de la tête aux pieds, cet ange, ce libérateur, c'était précisément l'homme qu'elle abhorrait, ce maire qu'elle avait si longtemps considéré comme l'auteur de tous ces maux, ce Madeleine. Quand Javert fut sorti, M. Madeleine se tourna vers elle et lui dit d'une voix lente: « Je ne savais rien de tout ce que vous avez dit. J'ignorais même que vous eussiez quitté mes ateliers. Pourquoi ne vous êtes-vous pas adressé à moi? Je paierai vos dettes, je ferai venir votre enfant ou vous irez le rejoindre. Je me charge de votre enfant et de vous. Vous redeviendriez honnête en redevenant heureuse. » Fantine regarda comme hébétée cet homme qui lui parlait et ne put que jeter 2 ou 3 sanglots. Elle se mit à genoux devant M. Madeleine et avant qu'il eût pu l'en empêcher, il sentit qu'elle lui prenait la main et que ses lèvres s'y posaient. Puis elle s'évanouit. M. Madeleine fit transporter la Fantine à cette infirmerie qu'il avait dans sa propre maison. Il la confia aux sœurs qui la mirent au lit. Une fièvre ardente était survenue. Elle passa une partie de la nuit à délirer et à parler haut. Le lendemain, vers midi, Fantine se réveilla. Elle entendit une respiration tout près de son lit. Elle écarta le rideau et vit M. Madeleine debout, qui regardait quelque chose au-dessus de sa tête. Son regard était plein de pitié et d'angoisse, et suppliait. Elle en suivit la direction et vit qu'il s'adressait à un crucifix cloué au mur. M. Madeleine avait passé la nuit et la matinée à s'informer. Il savait tout maintenant. Il connaissait dans tous ses poignants détails l'histoire de Fantine. M. Madeleine se hâta d'écrire aux Thénardier. Fantine leur devait 120 francs. Il leur envoya 300 francs en leur disant de se payer sur cette somme et d'amener tout de suite l'enfant à Montreuil-sur-Mer, où sa mère malade la réclamait. Cela éblouit Thénardier. « Diable, dit-il à sa femme, ne lâchons pas l'enfant. Quelque joquerie se sera mouraché de la mère. » Et il riposta par un mémoire de 500 francs pour 2 notes incontestables. L'une pour un médecin, l'autre pour un apothicaire, lesquels avaient soigné et médicamenté dans 2 longues années Pauline et Azelma, leurs enfants. Cosette n'avait pas été malade. Ce fut une affaire d'une toute petite substitution de nom. Cependant, Fantine ne se rétablissait point. Elle était toujours à l'infirmerie. M. Madeleine l'allait voir 2 fois par jour et à chaque fois, elle lui demandait quand elle verrait sa Cosette. Nous venons de dire qu'elle ne se rétablissait pas. Au contraire, son état semblait s'aggraver de semaine en semaine. Cette poignée de neige appliquée à nu sur la peau entre les omoplates avait déterminé une suppression subite de la transpiration, à la suite de laquelle la maladie qu'elle couvait depuis plusieurs années finit par se déclarer violemment. Un médecin l'ausculta et demanda si elle n'avait pas un enfant qu'elle désirait voir, et dans ce cas, il fallait se hâter. M. Madeleine indiqua qu'il allait envoyer quelqu'un chercher Cosette, et que, s'il le fallait, il irait lui-même. Il écrivit sous la dictée de Fantine cette lettre qu'il lui fit signer. « Monsieur Thénardier, vous remettrez Cosette à la personne, on vous paiera toutes les petites choses. J'ai l'honneur de vous saluer avec considération. Fantine. » Un matin, M. Madeleine était dans son cabinet, occupé à régler quelques affaires pressantes de la mairie, lorsqu'on vint lui dire que l'inspecteur de police Javert demandait à lui parler. Javert entra. M. Madeleine ne se dérangea point. Il ne pouvait s'empêcher de songer à la pauvre Fantine, et il lui convenait d'être glacial.
Observez Javert. Il était évident qu'il sortait de quelque grave événement intérieur. En entrant, il s'était incliné devant M. Madeleine, avec un regard où il n'y avait ni rancune, ni colère, ni défiance. Il n'y avait plus rien sur ce visage impénétrable et simple comme le granit qu'une morne tristesse. Toute sa personne respirait l'abaissement et la fermeté, et je ne sais quel accablement courageux. Javert dit « Il y a, monsieur le maire, qu'un acte coupable a été commis. Un agent inférieur de l'autorité a manqué de respect à un magistrat de la façon la plus grave. Je viens, comme c'est mon devoir, porter le fait à votre connaissance. Cet agent, c'est moi. Et le magistrat, c'est vous, monsieur le maire. » Monsieur Madeleine se dressa sur son fauteuil. Javert poursuivit, l'air sévère et les yeux toujours baissés. « Monsieur le maire, je viens vous prier de vouloir provoquer près de l'autorité ma destitution. Vous direz, j'aurais pu donner ma démission, mais cela ne suffit pas. Donner sa démission, c'est honorable. J'ai failli, je dois être puni. Il faut que je sois chassé. » Javert soupira du fond de sa poitrine et reprit toujours froidement et tristement. « Il y a 6 semaines, à la suite de cette scène pour cette fille, j'étais furieux et je vous ai dénoncé à la préfecture de police à Paris, comme un ancien forçat. » Le maire devint livide. « Je le croyais depuis longtemps, j'avais des idées, votre ressemblance, des renseignements que vous avez fait prendre à Faverolles, votre force de rein, l'aventure du vieux Fauchelevent, votre adresse au tir. Enfin, je vous prenais pour un nommé Jean Valjean. » « Un nommé ? Comment dites-vous ce nom-là ? » ?»« Jean Valjean. C'est un forçat que j'avais vu il y a 20 ans, quand j'étais adjudant garde-chiourme à Toulon. En sortant du bagne, ce Jean Valjean avait, à ce qu'il paraît, volé un évêque, puis il avait commis un vol à main armée dans un chemin public sur un petit savoyard. Depuis 8 ans, il s'était dérobé et on le cherchait. Moi, je m'étais figuré, enfin, je fais cette chose. La colère m'a décidé, je vous ai dénoncé à la préfecture. Mais le véritable Jean Valjean est trouvé, il se faisait passer pour un nommé Champmathieu. Il est arrêté pour un vol avec effraction, et en détention, il a été reconnu par un ancien forçat de Revet, puis par 2 autres forçats qu'il avait connus également au bagne, Cochepaille et Chenildieu. Je suis allé moi-même à Arras, et je l'ai également reconnu. Jean Valjean, en état de récidive, risque le bagne à perpétuité. Le jugement a lieu demain à la cour d'assises d'Arras, et je pars par la diligence cette nuit. « C'est bon, dit M. Madeleine. » Et il congédia Javert d'un signe de la main. Javert ne s'en alla pas. « Monsieur le maire, il me reste une chose à vous dire, c'est que je dois être destitué. » M. Madeleine se leva. « Javert, vous êtes un homme d'honneur et je vous estime. Vous exagérez votre faute. Javert, vous êtes digne de monter et non de descendre. J'entends que vous gardiez votre place. » « Monsieur le maire, je ne souhaite pas que vous me traitez avec bonté. Votre bonté m'a fait faire assez de mauvais sang quand elle était pour les autres. Je n'en veux pas pour moi. La bonté qui consiste à donner raison à la fille publique contre le bourgeois, à l'agent de police contre le maire, à celui qui est en bas contre celui qui est en haut. C'est avec cette bonté-là que la société se désorganise. Je dois me traiter comme je traiterais tout autre. Allons, renvoyer, casser, chasser, c'est bon. J'ai des bras. Je travaillerai à la terre, cela m'est égal. Monsieur le maire, le bien du service veut un exemple. » Tout cela était prononcé d'un accent humble, fier, désespéré et convaincu, qui donnait, je ne sais, quelque grandeur bizarre à cet étrange honnête homme. « Nous verrons, dit M. Madeleine. » Javert ajouta. « Je continuerai le service
jusqu'à que je sois remplacé. Il sortit. Monsieur Madeleine resta rêveur, écoutant ce pas ferme et assuré qui s'éloignait sur le pavé du corridor. Le lecteur a sans doute compris que Monsieur Madeleine n'est autre que Jean Valjean. Monsieur Madeleine rentra chez lui. Il examina la situation et la trouva inouïe. Tellement inouïe qu'au milieu de sa rêverie, par je ne sais quelle impulsion d'anxiété presque inexplicable, il se leva de sa chaise et ferma la porte au verrou. Il craignait qu'il entrât encore quelque chose. Il se barricadait contre le possible. Un moment après, il souffla sa lumière. Elle le gênait. Il lui semblait qu'on pouvait le voir. Qui on? Hélas, ce qu'il pouvait mettre à la porte était entré. Ce qu'il voulait aveugler le regardait. Sa conscience, c'est-à-dire Dieu. Voilà dans quelle tourmente il était. Son cerveau avait perdu la force de retenir ses idées. Elles passaient comme des ondes et il prenait son front dans ses deux mains pour les arrêter. Il entrevoyait distinctement dans l'ombre un inconnu, un étranger, que la destinée prenait pour lui et poussait dans le gouffre à sa place. Il fallait, pour que le gouffre se refermât, que quelqu'un y tombât, lui ou l'autre. Il n'avait qu'à laisser faire. Il ralluma brusquement sa bougie. « Eh bien quoi, se dit-il, de quoi est-ce que j'ai peur? Qu'est-ce que j'ai à changer comme cela? Me voilà sauvé, tout est fini. Je n'avais plus qu'une porte entr'ouverte par laquelle mon passé pouvait faire éruption dans ma vie. Cette porte, la voilà murée, à jamais. Ce Javert qui me trouble depuis si longtemps, ce redoutable instinct qui semblait m'avoir dominé, qui m'avait dominé par Dieu, et qui me suivait partout, cet affreux chien de chasse toujours en arrêt sur moi, le voilà dérouté, occupé ailleurs, absolument dépisté. Il est satisfait désormais. Il me laissera tranquille, il tient son Jean Valjean. Qui sait même, il est probable qu'il va quitter la ville, et tout cela s'est fait sans moi. Et je ne suis pour rien. Ah ça, mais qu'est-ce qu'il y a de malheureux dans ceci? Des gens qui me verraient, parole d'honneur, croiraient qu'il m'est arrivé une catastrophe. Après tout, s'il y a du mal pour quelqu'un, ce n'est aucunement de ma faute. C'est la Providence qui a tout fait. C'est qu'elle veut cela, apparemment. Ai-je le droit de déranger ce qu'elle arrange? Qu'est-ce que je demande à présent? De quoi est-ce que je vais me mêler? Cela ne me regarde pas. Comment je ne suis pas content? Mais qu'est-ce qu'il me faut donc? Le but auquel j'aspire depuis tant d'années, le songe de mes nuits, l'objet de mes prières au ciel, la sécurité, je l'atteins. C'est Dieu qui le veut. Je n'ai rien à faire contre la volonté de Dieu. Et pourquoi Dieu le veut-il? Pour que je continue ce que j'ai commencé, pour que je fasse le bien, pour que je sois un jour un grand et encourageant exemple, pour qu'il soit dit qu'il y a eu enfin un peu de bonheur attaché à cette pénitence que j'ai subie et à cette vertu où je suis revenu. Vraiment, je ne comprends pas pourquoi j'ai eu peur tantôt d'aller chez ce brave curé et de tout lui raconter comme à un confesseur et de lui demander conseil. C'est évidemment là ce qu'il m'aurait dit. C'est décidé, laissons aller les choses, laissons faire le bon Dieu. Il se parle ainsi dans les profondeurs de sa conscience, penché sur ce qu'on pourrait appeler son propre abîme. Il se leva de sa chaise et se mit à marcher dans la chambre. Allons, dit-il, n'y pensons plus, voilà une résolution prise. Mais il ne sentit aucune joie. Au contraire. On n'empêche pas plus la pensée de revenir à une idée que la mer de revenir à un rivage. Pour le matelot, cela s'appelle la marée. Pour le coupable, cela s'appelle le remords. Dieu soulève l'âme comme l'océan. Au bout de quelques instants, il eut beau faire, il reprit ce sombre dialogue dans lequel c'était lui qui parlait et lui qui écoutait. Disant qu'il eût voulu taire tantôt ce qu'il n'eût pas voulu entendre, cédant à cette puissance mystérieuse qui lui disait « pense », comme elle disait il y a 2000 ans à un autre condamné « marche ». Avant d'aller plus loin, et pour être pleinement compris, insistons sur une observation nécessaire. Il est certain qu'on se parle à soi-même. Il n'est pas un être pensant qui ne l'ait éprouvé.
On peut dire même que le Verbe n'est jamais un plus magnifique ministère que lorsqu'il va dans l'intérieur d'un homme de la pensée à la conscience et qu'il retourne de la conscience à la pensée. C'est dans ce sens seulement qu'il faut entendre les mots souvent employés dans ce chapitre. Il dit, il s'écria. On se dit, on se parle, on s'écrit en soi-même, sans que le silence extérieur soit rompu. Il y a un grand tumulte, tout parle en nous, excepté la bouche. Les réalités de l'âme, pour n'être point visibles et palpables, n'en sont pas moins des réalités. Il se demanda donc où il en était. Il s'interrogea sur cette résolution prise. Il se confessa à lui-même que tout ce qu'il venait d'arranger dans son esprit était monstrueux. Que laisser aller les choses, laisser faire le bon Dieu, c'était tout simplement horrible. Laisser s'accomplir cette méprise de la destinée des hommes, ne pas l'empêcher, s'y prêter par son silence, ne rien faire enfin, c'était faire tout. C'était le dernier degré de l'indignité hypocrite. C'était un crime, bas, lâche, sournois, abject, hideux. Pour la première fois depuis 8 années, le malheureux homme venait de sentir la saveur amère d'une mauvaise pensée et d'une mauvaise action. Il la recracha avec dégoût. Il continua de se questionner. Il se demanda sévèrement ce qu'il avait entendu par ceci. Mon but est atteint. Il se déclara que sa vie avait un but en effet. Mais quel but? Cacher son nom? Tromper la police? Était-ce pour une chose si petite qu'il avait fait tout ce qu'il avait fait? Est-ce qu'il n'avait pas un autre but qui était le grand, qui était le vrai? Sauver non sa personne, mais son âme. Redevenir honnête et bon. Être un juste. Est-ce que ce n'était pas là surtout, là uniquement ce qu'il avait toujours voulu, ce que l'évêque lui avait ordonné? Fermer la porte à son passé, mais il ne la fermait pas, grand Dieu. Il la rouvrait en faisant une action infâme. Mais il redevenait un voleur, et le plus odieux des voleurs. Il volait à un autre son existence, sa vie, sa paix, sa place au soleil. Il devenait un assassin. Il tuait moralement un misérable homme. Il lui infligeait cette affreuse mort vivante, cette mort à ciel ouvert qu'on appelle le bagne. Au contraire, se livrer, sauver cet homme frappé d'une si lugubre erreur, reprendre son nom, redevenir par devoir le forçat Jean Valjean, c'était là vraiment achever sa résurrection et fermer à jamais l'enfer d'où il sortait. Y retomber en apparence, c'était en réalité en sortir. Il fallait faire cela. Il n'avait rien fait s'il ne faisait pas cela. Toute sa vie était inutile, toute sa pénitence était perdue, et il n'y avait plus qu'à dire à quoi bon. Il sentait que l'évêque était là, que l'évêque était d'autant plus présent qu'il était mort, que l'évêque le regardait fixement, que désormais le maire Madeleine, avec toutes ses vertus, lui serait abominable, et que le galérien Jean Valjean serait admirable et pur devant lui, que les hommes voyaient son masque, mais que l'évêque voyait sa face, que les hommes voyaient sa vie, mais que l'évêque voyait sa conscience. Il fallait donc aller à Arras, délivrer le faux Jean Valjean, dénoncer le véritable. Hélas, c'était là le plus grand des sacrifices, la plus poignante des victoires, le dernier pas à franchir, mais il le fallait. Deux heureuses destinées. Il n'entrerait dans la sainteté aux yeux de Dieu que s'il rentrait dans l'infamie aux yeux des hommes. Eh bien, dit-il, prenons ce parti. Faisons notre devoir, sauvons cet homme.